Tout ce que j'ai fait jusque-là, c'était basé sur le fait que de chaque côté de ma membrane hémiperméable, j'avais d'un côté le solvant, de l'autre côté une solution. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai deux solutions? Pas à la même concentration, parce que si elles sont à la même concentration, évidemment, il ne va rien se passer. Enfin, en tout cas, on ne va rien voir. D'accord? Il peut y avoir du solvant qui passe, mais il en passera autant d'un côté que de l'autre. Donc ça ne servira à rien. Mais si j'ai des concentrations qui sont différentes, fondamentalement, ça ne change strictement rien au raisonnement. Il y a toujours une solution qui est plus concentrée que l'autre. Donc s'il y a une solution qui est plus concentrée que l'autre, on va tenter d'équilibrer les deux solutions, la concentration des deux solutions. Donc la solution la plus diluée va perdre du solvant au profit de la solution la plus concentrée, de manière à ce que les deux concentrations se rejoignent. D'accord? Donc tout à l'heure, on avait le solvant simplement qui passait de l'autre côté. Maintenant, on a toujours le solvant qui passe de l'autre côté. Le solvant se dirige toujours vers la solution la plus concentrée pour la diluer. Ce n'est pas compliqué. Dès l'instant que vous avez compris quel était le moteur de base, d'accord, équilibrer les concentrations, vous savez dans quel sens doit se diriger le composé qui peut traverser la membrane, le solvant. Le solvant va du côté toujours le plus concentré pour abaisser la concentration et les équilibrer. Voilà, c'est tout. Donc en gros, ça correspond à la situation qu'on a quand on est parti du truc pur et puis qu'on va équilibrer. Ça revient au même en fin de compte. D'accord ? Ça ne change pas grand-chose au système. Mais on fait comment pour savoir quelle va être la pression osmotique? Puis d'abord, est-ce qu'il y a une pression osmotique ici? Oui et non. Ce qu'on va avoir, c'est une différence de pression osmotique. Mais oui, mine de rien, on a quand même deux solutions. Une solution par rapport au solvant pur, elle peut avoir une pression osmotique, c'est ce qu'on a vu juste avant. D'accord? Donc chacune des deux solutions a une pression osmotique. Et ce qu'on a entre les deux solutions, c'est une différence de pression osmotique. À quoi est égale la pression osmotique de chaque solution? On vient de le voir. C'est oméga RT. Donc pour la solution numéro 1, j'ai oméga 1 RT. Pour la solution numéro 2, j'ai oméga 2 RT. Et entre les deux, j'ai la différence de pression osmotique. L'une moins l'autre. La plupart du temps, on s'arrange pour que cette valeur soit positive. Parce que de toute façon, on sait très bien dans quel sens ça veut aller. D'accord? De la moins concentrée vers la plus concentrée. Le mouvement du solvant, on s'entend. Voilà, c'est tout bête. Et on est bien d'accord que là, j'ai mis oméga 1, oméga 2. J'ai mis les deux solutions en vert. Sous-entendu, c'est des concentrations qui sont différentes. Mais je pourrais très bien avoir des solutés complètement différents de chaque côté. Rien ne m'empêche d'imaginer que d'un côté j'ai du sucre et de l'autre côté j'ai du sel. Simplement, je n'ai pas la même osmolarité de chaque côté. Mais ça pourrait très bien être des solutés différents de chaque côté. Ça ne pose aucun problème. Ce qui compte, c'est l'osmolarité, la concentration des solutés, et non pas leur nature. La nature des solutés n'a aucune espèce d'importance. De toute façon, ils ne peuvent pas traverser la membrane. Donc, ils ne vont pas se mélanger en plus. Ici. Si je fais, parce qu'on me le demande, le calcul de la pression osmotique, je suis dans un exercice, le calcul de la pression osmotique du compartiment 1, du compartiment 2. En gros, on m'a donné les concentrations dans chacun des deux compartiments. Je fais le calcul de la pression osmotique de chaque côté et je trouve 0. Ça veut dire que mon système est à l'équilibre. D'accord ? Et il n'y a pas de différence de pression osmotique entre les deux solutions. On dira qu'elles sont isotoniques. De même tonicité, littéralement. Ça fait référence au système biologique, mais le terme a été étendu, d'accord ? Simplement, ça veut dire de même pression osmotique. Quand on parle d'une solution isotonique sans précision,
D'accord? Juste le terme solution isotonique, rien d'autre. On sous-entend solution isotonique à ce qu'on trouve dans le corps humain. Le sérum, par exemple. Et l'osmolarité du sérum humain est aux alentours de 0,3 osmol. Donc quand on parle d'une solution isotonique et qu'on rajoute rien derrière, on sous-entend que cette solution doit avoir une osmolarité très voisine de 0,3 osmol par litre. Voilà ce que ça veut dire. Et donc ça veut dire que quand elle sera en contact avec des tissus humains, puisqu'elle est à la même osmolarité, on aura la même pression osmotique de chaque côté des barrières qui séparent cette solution des fluides intérieurs du corps, et donc pas de mouvement de solvant entre les deux. Si au contraire, on a une différence de pression qui est positive, la deuxième solution par rapport à la première, hein, c'est comme ça que j'ai fait le calcul. D'accord? On a une solution, donc la solution 2, qui est hypertonique, et par conséquent la solution 1 qui est hypotonique. Donc hypo moins, hyper plus. Je reprends mon exemple. Vous buvez une solution dite hypertonique. Il y a énormément donc, de soluté à l'intérieur, hein, c'est ce que ça veut dire. Quand elle va arriver dans vos intestins, qu'est-ce qui va se passer à travers la paroi cellulaire qui sépare donc ce qui est à l'intérieur de vos intestins de vos cellules intestinales et de ce qui se trouve derrière? La solution hypertonique le système va tendre à diluer la solution hypertonique. Donc le liquide va sortir de vos intestins vers la solution hypertonique, celle qui se trouve dans vos intestins. En gros, vous allez vous prendre une bonne diarrhée. Puisque le liquide sort, les selles vont devenir très liquides, vous allez choper une diarrhée. C'est bon? Si au contraire, la différence de pression est dans l'autre sens, elle est négative, c'est que c'est la solution 1 qui est hypertonique, la solution 2 qui est hypotonique. Là, c'est quand vous buvez éventuellement de l'eau distillée. D'accord? Et là, ça va être le contraire. Vos intestins vont se remplir d'eau et vous allez choper une diarrhée aussi. Donc en gros, quand vous buvez des trucs qui sont trop loin de la tonicité, de toute façon, vous chopez une diarrhée à un moment ou à un autre. Normalement, ça se règle tout seul, hein, d'accord? Notre système fait que quand ça arrive dans les intestins, c'est à la bonne tonicité. Mais on boit trop d'eau trop chargée ou trop d'eau trop peu chargée, on provoque justement un déséquilibre qui va provoquer des troubles qui ne durent pas longtemps, hein. C'est momentané, d'accord? Ce n'est pas une maladie, c'est juste un trouble momentané. Mais c'est ce qui peut se passer. OK? Donc, tonique, isotonique, hypertonique, les termes peuvent être génériques, mais dans ce cas, on précise par rapport à quoi. Et si on laisse juste ces termes-là, isotonique, hypotonique, hypertonique, et on ne précise pas par rapport à quoi, le sous-entendu, c'est par rapport au milieu intérieur du système biologique qui nous intéresse, en l'occurrence l'humain. Donc, aux alentours de 0,3 osmol par litre. C'est bon? Tout ce que je viens de dire jusque-là, c'est du flan. C'est quelque chose qui ne peut pas exister. La paroi dont j'ai parlé, la membrane, j'ai dit qu'elle était hémiperméable. Totalement imperméable aux solutés et uniquement perméable aux solvants. Et ça, physiquement, c'est tout simplement impossible à faire. Nous n'avons pas de parois qui répondent strictement à ces conditions-là. Elles ont toujours des petits trous à l'intérieur. De toute façon, il faut bien qu'il y ait des trous pour que le solvant passe. Ça semble une évidence. Donc il faut qu'il y ait des trous. Mais si ces trous sont suffisamment gros pour laisser passer le solvant, on peut facilement imaginer qu'un soluté qui est tout petit ou qui a très 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 peu d'interaction avec cette membrane, parce qu'il ne l'aime pas, d'accord?
il peut passer à travers. Et si ce soluté, parce qu'il est trop petit, parce qu'il est capable, parce qu'il n'est pas absorbé par la paroi, il n'est pas repoussé par la paroi, de passer à travers, mais ça veut dire que lui, ce soluté-là, peut diffuser. Et s'il peut diffuser, forcément, on va le retrouver rapidement des deux côtés. Et si on le retrouve des deux côtés, ça veut dire qu'il va à l'équilibre, on est bien d'accord, hein. À l'équilibre, il va participer à la pression osmotique de chaque côté. Et pas à la concentration de départ, hein. Parce qu'au départ, on l'avait que d'un côté, il est passé à travers, maintenant on le retrouve des deux côtés. Mais à quelle concentration alors? Ah ben ça dépend des volumes qu'on a de chaque côté, hein. Pour simplifier les choses, imaginez que je suis toujours dans mon U tout à l'heure, d'accord? J'avais le même volume à droite et à gauche. Donc si j'ai une concentration de 1 mol par litre, au départ uniquement à gauche, que le soluté là peut passer à travers la paroi, à l'équilibre, j'aurai quelle concentration de chaque côté? Ben, le volume, il est 2 fois plus grand, mais j'ai toujours le même nombre de moles, d'accord? Donc si j'ai un volume 2 fois plus grand et toujours le même nombre de moles, c'est que la concentration va être divisée par 2. Au départ, j'avais 1 mol par litre de mon soluté. À l'équilibre, j'aurai 0,5 mol par litre. Donc, si j'ai un soluté qui peut migrer à travers la membrane, il va migrer et on va le retrouver en proportion des volumes de chaque côté. Si c'était les mêmes volumes, ce n'est pas compliqué, on divise la concentration par 2. Si ce n'était pas les mêmes volumes, on adaptera, parce qu'on aura le volume total, on divise par le volume total, tout simplement. C'est bon? Alors, comment on fait ça? Comment on voit ça, là, à l'intérieur? Puis surtout, comment on fait pour régler le problème et ne pas être embêté avec ces solutés qui réussissent à passer à travers la paroi? Le plus simple, c'est de faire la distinction. Au lieu de considérer l'osmolarité totale de la solution, on va considérer l'osmolarité de l'espèce A qui peut passer à travers la membrane et l'osmolarité due à toutes les autres espèces, qui est notée ici dans ce que vous avez, oméga non A, A avec une barre dessus, ça veut dire non A, donc tout ce qui n'est pas A, de ce côté-là. Donc on a l'osmolarité totale, c'est l'osmolarité du composé A qui peut passer et de tous les autres composés. Et bien entendu, à l'équilibre, j'aurai la même chose de l'autre côté, et il est évident, j'espère que vous vous en rendez compte, que quand je suis à l'équilibre, l'osmolarité de A de chaque côté de la paroi sera égale, puisqu'on a une diffusion qui permet justement d'égaliser les concentrations pour ces espèces-là. Donc ça veut dire que quand je calcule la pression osmotique du côté 1 et la pression osmotique du côté 2, je me retrouve avec le même oméga A des deux côtés. Et quand je fais la différence, oméga A moins oméga A, ça fait 0. L'osmolarité due à cette espèce qui peut passer à travers la membrane s'annule. Elle disparaît. Donc, je n'ai pas besoin de la compter. Quand je veux calculer la différence de pression osmotique entre mes deux compartiments, je n'ai pas besoin de tenir compte de l'osmolarité due aux espèces qui peuvent franchir cette membrane. Et ça, on le note en général, l'osmolarité efficace. Efficace, celle qui compte vraiment. Ceux qui passent à travers, ils ne sont pas efficaces, donc on ne les compte pas. Donc l'osmolarité, tout court, c'est l'osmolarité de toutes les espèces qui sont présentes. L'osmolarité efficace, c'est l'osmolarité, et donc la pression osmotique, due uniquement aux espèces qui sont effectivement bloquées par la membrane. C'est juste ça. En gros, pas la peine de calculer ce qui ne sert à rien, parce que de toute façon, ça va disparaître. Et par exemple, si la membrane que l'on considère, c'est une membrane cellulaire, une membrane cellulaire dans le genre pas du tout correspondant au modèle théorique, on peut guère faire mieux. Une membrane cellulaire,
c'est fait pour laisser passer certains solutés et pour contrôler leur passage. Il y a des portes exprès pour ça, pour réguler ces passages. D'accord ? Et heureusement, hein, parce que si l'oxygène, les nutriments ne peuvent pas rentrer dans la cellule, elle ne va pas rester longtemps vivante. Si les déchets ne peuvent pas ressortir de la cellule, elle ne va pas rester vivante longtemps non plus. Donc évidemment, une membrane cellulaire, c'est une membrane très imparfaite. Et heureusement. Mais ça veut dire que donc, quand on calcule la différence de pression osmotique entre le dedans et le dehors d'une cellule, il y a énormément de composés que l'on ne prendra pas en compte puisqu'ils traversent quasiment librement cette paroi. Le glucose, l'urée, glucose pour entrer, c'est de la nourriture, urée, c'est du déchet pour ressortir. Et c'est juste des exemples que j'ai donnés là. D'accord ? Donc ceux-là peuvent circuler, ils ne participent pas à la pression osmotique, donc on ne va pas les compter dans l'osmolarité efficace. Voilà. Vous comprenez ? Ça ne sert à rien de se taper des calculs pour calculer leur concentration, de l'ajouter pour finalement la supprimer à la fin. C'est bon pour tout le monde ? Ouais ?